Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le Rendez-vous des idées, le RDI. Le Rendez-vous des idées, c'est votre émission qui vous donne des clés pour mieux comprendre l'actualité, pour comprendre souvent les non-dits, les dessous des cartes. Le RDI, on le rappelle très souvent ici, c'est le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Donc on se retrouve les dimanches, tous les dimanches à 19h en direct avec des invités de talent pour décortiquer l'actualité nationale et internationale. Ce soir, nous allons parler de ces thèmes et on va parler du Mali d'abord avec cette information, cette compagnie malienne, Mali Airlines SA, qui est un projet pour le moment qui sera lancé donc après Air Mali qui a périclité aujourd'hui, et le Mali qui s'engage avec une compagnie malienne une compagnie malienne, Mali Airlines, qui verra bientôt le jour. Quel enjeu? On va justement poser la question à nos invités. Est-ce un projet, comme on a l'habitude souvent de le voir sur d'autres cieux? Voilà, on appelle souvent, certains appellent avec ironie les éléphants blancs, ou c'est vraiment un projet viable. On va poser la question à nos invités. Et deuxième thème de l'émission, c'est cette bruit diplomatique toujours entre le Mali et son voisin algérien. Deux approches de la crise ou de la guerre au Mali. Pour l'Algérie, il faut un dialogue politique et diplomatique pour sortir de la crise pour le gouvernement malien, et il entend exprimer la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, et même s'il faut aller dans une guerre pour le Mali, il faut y aller, mais pour l'Algérie prône le dialogue diplomatique et politique. Comment concilier les deux positions? On va poser la question à nos invités. Et puis, troisième thème, toujours en lien avec l'actualité du Mali, nous ferons un tour au Sénégal où l'ambassadeur ukrainien, donc diplomatie, bourde diplomatique, l'ambassadeur ukrainien à Dakar a été convoqué pour des propos polémiques. Oui, l'objet de la controverse a été une vidéo de propagande partagée sur la page Facebook de l'ambassade de l'Ukraine à Dakar. Dans cette vidéo supprimée de la page, le porte-parole du renseignement iranien affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touareg du CSP dans la bataille de Tinzaouaten. Donc le Sénégal, qui à travers son ministère de l'intégration et des affaires étrangères fait un communiqué de condamnation, et le Sénégal qui cite: le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit. Et le communiqué poursuit: le Sénégal maintient la neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien. Donc voici pour le thème de cette émission. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Issa Kaoudim. Bonsoir. Bonsoir, l'infatigable, le brillant journaliste qui fait la fierté du média malien au-delà. Djoliba TV est une référence. Je suis très heureux d'être là avec vraiment des invités très brillants qui sont à la hauteur. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire à partager. Merci Jacques Audima, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est réciproque. Nous apprécions votre sens du débat, c'est qu'on dit souvent, c'est qu'on a l'habitude de dire à certains qui vous voient de loin. On leur dit clairement que quand vous êtes au contact de l'homme, on sent qu'il a le sens du débat, il a le sens du débat contradictoire. Merci Issa Kaoudim, merci d'être là. Je suis très heureux de l'entendre. Notre deuxième invité, il est là toujours avec le sourire, Docteur Amadou Touré. Docteur, vous êtes professeur d'enseignement supérieur. Merci d'être là. Merci à toi. Bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et comme l'a souligné le doyen Kaoudim, mes chaleureusses félicitations et bon courage. Ah oui, vous êtes toujours là. Et puis d'ailleurs, j'ai remarqué que vous êtes toujours à côté de Kaoudim, à sa droite. C'est mon allié, nous allons passer à ton côté. Ok, oui, notre troisième invité, il est là, Birama Traoré. Birama, bonsoir. Bonsoir, Birama, vous êtes
en politique. J'ai l'habitude de dire ici que vous avez été l'un des plus jeunes maires au niveau de Yélimani. Yélimani qui vous tiennent particulièrement à cœur, et vous êtes aussi un homme, un chef d'entreprise. Merci d'être là. Merci, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et de partager ce moment quand même amical et surtout ce moment démocratique et politique avec l'ensemble des co-batteurs qui sont soucieux et ancrés pour le développement du pays. Merci Birama. Ce qu'on dit, si c'est possible de faire ce débat sur ce plateau, c'est que c'est possible aussi de le faire ailleurs, n'est-ce pas? Avec l'ensemble des Maliens, il est là avec le sourire. Yamadou Keita. Yamadou, bonsoir. Bonsoir, M. Atayer. Yamadou, qui est malien de la diaspora, il n'a pas toujours le privilège, la chance de l'avoir, puisqu'il réside en France. Mais à chaque fois qu'il est là, on le bouscule pour qu'il soit sur ce plateau pour la pertinence et la clarté de ses idées. Yamadou, merci d'être là. Et je rappelle que vous êtes le président de URDAC Mali, Mali-France. URDAC pour les téléspectateurs maliens et ceux qui nous suivent sur le continent. C'est une unité de réflexion et d'action pour le Mali. Donc moi je suis le président du bureau France et je vous salue tous, je salue les membres de l'URDAC à travers le monde et je m'associe aux vœux et appréciations du doyen Kabji Kaoudim et au professeur Touré et mon cher frère Un mot, voilà, Issa Kaoudim, vous le suivez de loin, votre appréciation de loin. Oui, moi, Issa Kaoudim, je pense ma première rencontre avec lui, mais restée, s'est fait sur RP Média. Et j'en profite pour le saluer. À l'époque, il était le 4e vice-président du CNT. C'est avec lui qu'on a franchement abordé la question de l'accord d'Alger. Donc ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je suis très heureux de me retrouver en face de lui. On peut parler du débat retour ce soir. Merci. Merci. Oui, on va parler du premier thème de cette émission. C'est la compagnie Mali Airlines SA Issa Kaoudim. Merci d'abord. Le nom compagnie Mali Airlines me pose problème parce que Airline, ça a connotation anglophone. Air Mali, Mali Koura, il fallait innover. Voilà, je pense que si on veut vraiment faire de la refondation, elle doit être aussi culturelle. Alors si on ne veut pas revenir sur Air Mali simple qui a été connu, seulement j'ai compris qu'on parle seulement de revenir sur Air Mali qui a disparu. Mais Mali Airline, bon, je ne sais pas, peut-être que dans le fond on va en parler. Mais ce qui est important, pour moi, le fait de vouloir faire une compagnie n'est pas un problème. C'est sa viabilité. Et puis surtout aussi, est-ce que sa capacité aussi d'avoir un partenaire stratégique fiable. Parce que toutes les compagnies ici, domestiques ou bien qui essaient de progresser, ont toujours vraiment une compagnie qui sont des partenaires stratégiques. Vous prenez par exemple Ethiopia Airlines, ils sont avec les Américains. Vous prenez aussi Air Côte d'Ivoire ou Air Sénégal, ils sont avec Air France et même un peu avec Royal Maroc. Donc je pense que est-ce que Air Mali a suffisamment réfléchi sur ses contours et voir que au-delà de ça, ces partenariats va permettre vraiment de faire une compagnie viable, fiable et qui va au-delà même de la volonté politique. Est-ce que économiquement pourra tenir? Parce que la bataille commerciale et puis surtout ce qu'on appelle dans le jargon commercial, c'est-à-dire que c'est pas facile. La rivalité en termes de vouloir la concurrence, j'allais dire, c'est pas facile. Donc, est-ce que les autorités ont vraiment réfléchi à tous ces contours? Parce que s'il s'agit de faire des effets d'annonce comme ils ont fait avec, comment on appelait ça, terrain koto là, comment on appelait, excusez-moi l'expression un peu péjorative. Sundiata. Voilà, je sais pas. Oui, bon, le train de Caille. Ouais, de Caille qu'on a vu. Bon, ça n'a fait que. Ça ne vient pas de moi, Sundiata. Bon, voilà. Donc, du coup, on a voulu faire quelque chose qui ne pouvait pas aller parce qu'il fallait vraiment partir sur Transrail, il fallait partir sur de nouvelles dynamiques et revoir même la fondation même du rail. Ça n'a pas été fait. On allait chercher coûte que coûte dire qu'on veut faire du terrain. Je crois que souvent il faut qu'on sorte de l'émotion politique et des effets d'annonce et même si ça prend du temps, faire du bon travail pour le bonheur de tous les Maliens. Ok, donc pour vous, à cet instant précis, c'est juste un effet d'annonce. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est la vérité. Parce que si c'était un projet qui est terminé, on allait savoir le coût, on allait savoir déjà les pilotes, les avionneurs, tout allait être préparé. On allait dire que dans 6 mois, 1 an, le coup d'envoi sera donné, les lieux de dessert allaient être expliqués. Ouais. Tel n'est pas le cas. Il ne s'agit pas seulement de laisser dire que pour dire qu'on va faire ça, on va faire ça. Mais il s'agit vraiment de faire un projet fiable, viable, et puis qu'il y a des partenaires, parce qu'on ne peut pas, une compagnie ne peut pas réussir ici, n'a pas de partenaire stratégique, ce n'est pas possible. Yamadou Keita, sur le sujet. Vous réjouissez de cette
information. Une Ouais, nouvelle je compagnie pense que aérienne pour le Mali. oui, tout Malien ne peut que se réjouir du décret, de la proposition. Pour moi, c'est encore une proposition, une déclaration également. Maintenant, il y a des questions de fond. C'est-à-dire que on ne crée pas une compagnie comme ça, comme M. Dim le disait tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il y a des préalables par rapport au Mali. C'est-à-dire nous sommes ce pays qui a vécu des expériences. Hein. On a vécu le socialisme avec l'esprit de l'économie nationale indépendante et planifiée. Après, nous sommes tombés de plein fouet dans le libéralisme, hein, sous la période démocratique. Et je pense que même bien avant, hein, avec le régime du général Faye Moussa Traoré, on avait un système économique un peu hybride, hein, qu'on a même du mal à définir. Donc je pense que par rapport à tout ça, il faut faire des analyses de fond. Est-ce qu'aujourd'hui on a pris le temps par rapport à la situation que connaît le pays? Quand même, nous sommes un pays qui traverse une crise depuis plus de 10 ans et qui a les finances aussi, les finances souffrent beaucoup. Et en même temps, les plus grosses dépenses, je vais dire, sont orientées sur les achats d'armement, sur les questions de sécurité et de stabilisation. Et la refondation qui a été engagée, ça y est des politiques publiques qui sont assez coûteuses. Donc, on a même du mal à évaluer. Moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir combien ça nous coûte. La refondation qui a été faite depuis que ça a commencé, combien ça a coûté à l'État malien, d'où sont venus les fonds. Donc, je pense que quand on est dans une telle situation, on ne peut pas faire des annonces de ce genre avant de tirer les leçons, de faire le bilan du passé. C'est-à-dire, on a fait l'expérience de Air Mali, Kaoudim en a parlé tout à l'heure, mais on a fait aussi l'expérience d'autres formes d'entreprises, d'État, qui ont échoué. Est-ce qu'on a fait tirer le bilan? On a privatisé notre économie. Où en sommes-nous exactement? Est-ce que nous nous reconnaissons dans cette économie privatisée qui a rendu le Mali dépendant des capitaux étrangers? Créer une, comment on appelle, une compagnie aérienne, c'est pas comme ça. Nous, on ne fabrique pas d'avions. On n'a pas d'école qui forme les pilotes. Et pour naviguer dans l'air, il faut des satellites. Ça voudrait dire qu'il y a des formes de coopération qui sont à mettre en place. Il y a de grosses structures comme Thales et d'autres, hein, en tout cas, qui aujourd'hui, c'est eux qui fournissent des services à des sociétés, des compagnies aériennes. Est-ce que nous en avons les moyens? Mais aussi, pour en venir au niveau africain, on a vu un peu la fin de Air Afrique avec Yves Roland Biekar. Nous avons vu que les véritables problèmes étaient des questions de gestion. Mais pas seulement, même si au niveau africain, nous avons un potentiel important de mobilité, parce que les Maliens qui sont la diaspora un peu partout dans les pays, c'est un potentiel commercial assez important. Mais comment l'exploiter? Est-ce que le coût de cette exploitation pourrait faire amortir les frais, le capital qu'on va engager pour créer cette entreprise, combien ça va être déjà? Mais aussi, est-ce que ça va être rentable? Si les prestations qui viennent de l'extérieur, parce que pour plusieurs services, nous serons obligés de traiter ça à des sociétés étrangères. Combien cela va nous coûter? Donc s'il faut créer une entreprise aujourd'hui pour que l'essentiel de la manne financière aille à des sociétés étrangères, moi je pense qu'il faut réfléchir. Sinon, l'information en soi, elle n'est pas mauvaise, tout le monde s'en réjouit, mais est-ce qu'elle est faisable au stade où nous sommes? Des questions. Oui, des questions légitimes hein, on est en droit de se poser. Birama Traoré, vous n'êtes pas peut-être un expert de l'aviation, mais déjà sur la faisabilité, est-ce qu'il y a des soucis déjà? Non, moi je pense que pour la création de compagnies, c'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Nous avons déjà des compagnies qui sont au Mali, qui fonctionnent. C'est vrai, également au-delà du Mali, un peu partout, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a Sky au Mali qui fonctionne très bien, qui a permis d'améliorer la mobilité des Maliens. Mais moi, mon inquiétude, c'est avant d'en arriver là, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement? C'est vrai que ça s'inscrit un peu dans les recommandations de réunions annuelles sur le transport. C'est une des recommandations, c'est-à-dire de mettre en place, de trouver des solutions afin qu'on puisse arriver à bout de ces difficultés de déplacement. C'est vrai qu'il y a une manne financière dans le cadre du transport, mais je pense que là où moi je suis en phase avec l'État, la logique, c'est d'abord de trouver des solutions alternatives pour la mobilité nationale. Parce que il n'y a pas de route, on le sait. Il n'y a pas de route. Et nous savons tous que compte tenu
malheureusement de l'atmosphère, si vous voulez bien, de l'environnement sécuritaire au Mali, ça n'est pas facile. En tout cas, ça n'est pas pour demain que nous aurons des routes aussi viables et fiables. L'argent, ça manque, et des études, si vous voulez bien, il y a un certain nombre de ressources qui manquent au Mali. Et ça peut permettre au Mali de mettre en place une alternative à cette difficulté. Ça ne va pas combler l'ensemble des difficultés, mais en tout cas, ça va être un moyen pour l'État de combler un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que nous voyageons tous. Nous ne sommes pas des experts dans le domaine du transport, mais au vu de ce que nous découvrons au-delà du Mali, dans les aéroports internationaux, et au vu de ce que nous voyons au niveau de l'aéroport du Mali, c'est un acquis qu'il faut non seulement pérenniser, mais il faut trouver des moyens de mettre en place de personnel qualifié. Parce que le problème du Mali, c'est aussi ça. Ce sont des gens qui sont souvent nommés qui n'ont aucune expérience, parce que tout simplement, une fois qu'un ministre est nommé, le conseiller, c'est un cousin, ou bien c'est celui qui est aussi un militant du parti, alors que tous les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal ou comme le Rwanda, qui ont réussi à évoluer dans un certain nombre de domaines, ce que la plupart de ces compétences, ils sont allés les chercher ailleurs. Okay. On ne doit pas avoir... C'est vrai, pour nommer un gouvernement, on peut faire appel à des citoyens, oui. Mais pour un certain nombre de compétences, pour mettre en place des choses aussi fiables, et surtout dans le domaine de la technicité, c'est qu'il faut faire appel à des compétences. Et moi, je pense que, là où je suis en phase avec ceux qui ont déjà pris la parole, c'est que le gouvernement aurait, une fois qu'il aurait mis en place un appel d'offres, il aurait mis en place un cabinet qui va aller chercher des personnes qualifiées, des personnes ressources, des personnes oui. Qualifiées pour mener ce projet à bien, plutôt que là, qui sonne comme tout simplement des effets d'annonce. Est-ce que le gouvernement ne pense pas à ça? Est-ce que les compétences aussi, pour vous, elles sont seulement à l'extérieur, ou bien à l'interne aussi, il y a des compétences? Non, la réalité, c'est que monsieur Attayer, qu'on le veut ou pas, le Mali n'a pas d'expérience en termes de technicité aéroportière. Ça, c'est un fait. Donc, ça veut dire que forcément, nous avons des compétences. Mais... des pilotes, et puis voilà. Oui, je sais, mais en tout cas, dans ce domaine précis, je pense qu'il faut vraiment faire appel à des compétences beaucoup plus requises. Okay. Oui, docteur Amadou Touré, sur la question, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Vous pouvez désormais, en toute tranquillité, quitter Bamako pour la cité des 333 saints. Tout à fait, tout à fait. Bon, d'un point de vue large, c'est une très bonne nouvelle. Ça marque une question de souveraineté aérienne. Au-delà de la souveraineté énergétique qui tarde à venir, nous allons avoir une souveraineté aérienne. Et aussi, sur ce problème, il faudrait faire un petit rappel, parce que c'est la troisième tentative du Mali, après les 2 échecs de la compagnie aérienne qu'on avait appelée Air Mali, et la compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. La première, c'était de 1960 à 85. Donc, après les 2 échecs, forcément, il fallait marquer notre souveraineté aérienne. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on disait, que la nature aurait du vide. C'est-à-dire que, compte tenu qu'il n'y avait pas de compagnie purement malienne, Sky, en 2009, a pris le relais pour la desserte intérieure et extérieure du Mali. Et en 2024, nous avons eu Air Kagala, une nouvelle compagnie. Donc, est-ce que ces deux vont rendre la tâche facile à la nouvelle compagnie malienne? Mais les difficultés peuvent se situer à 3 niveaux. Non seulement la qualité de la prestation de service. Est-ce qu'on est prêt? Il faudrait une bonne prestation de qualité de service. Le point 2, le nombre de flottes et le nombre de destinations. Donc, à cela, ces 3 points étant requis, nous pouvons souhaiter que c'est une bonne chose, c'est une bonne... c'est des perspectives d'avenir pour l'image du Mali, parce que désormais on va avoir notre avion qui va battre pavillon Mali. Ok. Issa Kougim, vous restez un peu sceptique de ces déclarations. Vous ne semblez pas vous réjouir de cette décision. Vous savez, on a peur de parler. On ne peut même plus parler. Sinon, vous savez, il y a des aspects techniques, il y a des aspects politiques. La volonté politique, et comme il le dit,
enseignant, c'est un brillant enseignant, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui. Mais sauf qu'on parle de vol domestique ou on parle de compagnie internationale. Parce que là, j'avais compris qu'il s'agit d'une compagnie internationale. Les deux. Ouais, non, si c'est international, déjà ça fait domestique et ça fait aussi. Voilà, donc c'est ça, compagnie. Est-ce que dans un premier temps, c'est juste pas pour. Donc, si c'est vraiment, il faut pas faire des déclarations pour essayer d'entamer les esprits. Par exemple, je prends 3 exemples simples. Ça, c'est quand même, on parle du business, on n'a pas besoin d'être spécialiste. Pour qu'une compagnie internationale que le Mali veut créer, parce qu'il s'agit aussi des destinations où vous avez la possibilité d'engager ou d'avoir beaucoup de clients. Les destinations que le Mali peut avoir facilement beaucoup de clients sans problème, c'est la Côte d'Ivoire et la France. Donc, c'est lié à des relations aussi politiques et diplomatiques. Et donc, vous ne pouvez pas avoir des compagnies à l'international si vous n'avez pas un accord politique, économique, diplomatique avec ces pays. Alors qu'il y a cet aspect qui est extrêmement important. S'il y a un 3e pays, peut-être c'est l'Afrique centrale. Le Congo, le Gabon, tout. Donc les Maliens seront fiers, même pour des raisons de patriotisme. S'il y a autre compagnie, je ne vais pas citer leur nom, et compagnie malienne, ils vont prendre le billet malien. C'est une manière d'aider d'autres pays. Et donc, mais il faut qu'il y ait une possibilité de sortir bon, je ne peux pas parler. Je suis désolé. Je m'arrête là. Je suis vraiment désolé. Oui, mais ça, comme tu ne parles je pas. peux pas. Les téléspectateurs. Mais les gens ont compris. Mais les téléspectateurs. nous sommes là, tout le monde, on peut aller en prison. On a peur. Est-ce que ça, c'est pas. Non, ce n'est pas des piscoses. Non. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Après un oui ou un non, on est trimballé. Donc, on vient, on veut venir. Les gens disent, mais pourquoi vous ne venez pas? Est-ce que ce n'est pas l'occasion avec mais non, mais ce que je viens de dire, si je rentre en profondeur, vu de ceux qui essaient de diaboliser la France, mais aujourd'hui, le Mali ne peut pas faire une compagnie à l'international sans avoir le pied à Paris et à Abidjan. Ce n'est pas possible. Et à Dakar et en Afrique centrale. Donc, si on veut faire une compagnie digne de ce nom, il faut avoir aussi une coopération stratégique bilatérale, multilatérale. Donc, on parle de l'économie. Alors, quand on parle d'intégration, il faut aussi avoir des politiques de bon voisinage, mais des politiques aussi, comment on appelle ça, de politiques, bon, je ne sais pas, l'expression ne va pas être forte, mais il faut avoir une politique d'intégration, mais aussi une politique réaliste. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est pour ça que la diplomatie est un outil extraordinaire. Okay. Aujourd'hui, le Mali, s'il veut réussir sa compagnie, comme il parle de souveraineté, mais l'extension de cette souveraineté se trouve aussi, se trouvent les Maliens de diaspora. Et la plateforme la plus tournante pour les avionneurs, c'est Paris. Nous le savons tous. Alors, si on veut vraiment que les Maliens de Paris, de partout en France, même de l'Europe, prennent Air Mali ou Air... bon, moi, je n'aime pas cette expression. Mali Airlines, c'est pour le mois, c'est ce qui a été arrêté. Airline, écoutez, voilà. Donc, c'est qui a été arrêté. J'aimerais bien que ça marche, mais honnêtement, pour moi, pour que ça marche, est-ce que si il faut sortir dans les expressions... Non, dernière question, si demain, si demain le projet voit le jour, vous allez prendre l'avion? Mais je serais heureux de rentrer dans l'avion du Mali. C'est une fierté, c'est du patriotisme, c'est de contribuer à ce que l'avion puisse vraiment avoir plus de profit. Okay. Et ça va consolider, ça crée de l'emploi. Et c'est aussi l'image du pays. D'accord. Voilà, ben on n'est pas contre, mais on n'a pas les mêmes démarches vraiment de réussir. Oui, Yamadou Akita, Issa Kodim trouve que l'idée peut être géniale, mais il faut sortir des effets d'annonce spectaculaires. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est là où, quand l'URDAC a Est-ce qu'il y a un coup de communication derrière? Moi, je pense de toutes les façons, par rapport à la situation et le contexte du Mali, forcément. C'est-à-dire, on a entendu l'annonce de beaucoup de projets face à des difficultés qui sont restées sans réponse. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, le fait de... Moi, je ne défends pas Air France, loin de là. Si quelqu'un doit se réjouir de la création d'une compagnie, c'est nous. Moi, je vis en France, mais pas que. Je bouge dans le monde. Voilà, donc je prends des avions, toutes les 24 heures peut-être. Alors, c'est un peu pour dire que c'est un honneur pour nous, si ça se fait. Et c'est moins de peine et de difficultés aussi. Si vous imaginez le fait de, comment on appelle, suspendre la licence de Air France, combien ça fait souffrir les Maliens de France d'abord, mais d'autres pays aussi.
Aujourd'hui, vous avez Corsair, Air Sénégal, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Royal Air Maroc. Il y en a peut-être d'autres hein, qui desservent le Mali. Les Maliens qui quittent Paris pour regagner Bamako, il y en a qui font 12 heures, il y en a 10 heures, il y en a qui font même 2 jours pour arriver à Bamako. Et à quel prix? Avant, les billets qu'on prenait à 800, 900 euros pour faire un vol direct au Paris-Bamako. Nous prenons les mêmes billets aujourd'hui à 1600, 1700 euros pour faire escale dans un pays tiers pour arriver à Bamako. Ça, c'est un problème qui est là. Et on arrive à Bamako aussi à la crise énergétique. Si tu as un groupe électrogène, il faut le faire fonctionner. Ça te fait minimum 300 000 francs CFA le mois. Parce qu'il te faut au moins 10 litres de carburant par jour pour faire fonctionner un groupe électrogène au moins pendant 8 heures par nuit. Donc, vous voyez combien de fois les Maliens de l'extérieur souffrent face à cette situation. Donc, ça nous amène à dire que si nous voulons aider la transition, nous voulons qu'on apporte des véritables réponses aux problèmes posés, qu'on ne se limite pas aux effets d'annonce. Par rapport à la crise énergétique, on veut la souveraineté énergétique, mais il faut attendre combien d'années? Mais pendant qu'on est dans cette attente, combien d'entreprises ont fermé? Combien sont en train de fermer? Et combien les Maliens même qui sont là, qui vivent ici, souffrent combien de fois? Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut plus apporter une réponse à ça. Comment faire pour que le Malien ait le courant dès demain? Et par rapport au transport, c'est la même chose. On a parlé de la route. Mon frère disait tout à l'heure, M. Traoré, que ce n'est pas difficile de créer une compagnie. Bon, j'aimerais avoir sa recette miracle. Créer une compagnie n'est pas facile. Bon, Sky Mali, je ne connais pas trop. Mais je suis persuadé que la plupart des partenaires et des fournisseurs, des prestataires, doivent être extérieurs. C'est peut-être une compagnie qui est affiliée à une autre internationale, qui a les licences de vol, qui a les plans de vol, qui a la possibilité d'accéder à des satellites. Ça, on ne navigue pas un avion comme ça. Il faut être connecté à des satellites. Et les satellites, nous, on ne l'a pas. Qui les a? Il faut négocier avec ces pays-là pour l'avoir, pour qu'ils acceptent, pour qu'on ait cette licence-là. Donc, pour moi, ça déjà, c'est une difficulté en soi. Alors, créer une compagnie, c'est bien. Tout comme on a fait d'autres annonces par rapport à comme on appelle, des compagnies minières. Ouais. Et la nationalisation a été dit, mais au final, on a entendu des pourcentages pour le Mali. C'est quand on nationalise, on n'a pas des pourcentages. Ça nous appartient. Maintenant, après, on redistribue comme on veut. On le fait avec des partenaires. Donc, pour nous, il faut aller au-delà des effets d'annonce. Aujourd'hui, une compagnie aérienne pour le Mali, moi, je le veux bien. Mais est-ce que dans la situation actuelle du Mali, quand nous interrogeons nos finances, les véritables moyens de l'État, la situation sécuritaire, la situation diplomatique, c'est-à-dire les conséquences même des choix politiques qui a plongé le pays dans cette situation, est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? Si ce n'est pas tout de suite, pourquoi faire l'annonce maintenant? Sinon, autant le faire accompagner d'un chronogramme. Dire que ça va se faire tant, ça va se faire tant. Ça m'amène à dire quoi exactement? Ça fait depuis 50 ans, nous sommes dans la même situation. Ça y est, on fait des effets d'annonce. On annonce des beaux projets. On fait rêver les Maliens. Refondation, Maliens nouveaux. Mais pour au final se retrouver dans quoi? Dans une catastrophe. Oui, d'accord. Donc pour vous, ce n'est même pas une priorité pour le moment parce qu'il y a des véritables problèmes existentiels. Mais oui, on va y revenir. On va y revenir. Birama Traoré, pour vous, hein, le projet, il est réaliste hein, et puis il peut se réaliser. Vous savez, moi, ça fait 3 ans que je prends le vol Kaï-Bamako. Au début, on payait à 65 000 francs le billet, aller simple, aller-retour à 115 000. Et là, aujourd'hui, on prend le billet aller-retour à 130 000. Ça varie entre 99 000 et 130 000. En billet aller-retour Kaï-Bamako, on n'a pas moins de 230 000 francs, alors qu'auparavant, c'était à 115 000. Vous voyez le double. Cette compagnie qui était d'ailleurs au Mali avant, c'était d'ailleurs une partie de la diaspora qui avait mis en place cette initiative qui a été aidée par l'État malien. Il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Ça desservait Kay, Tombouctou, Gao. Aujourd'hui, vous avez Sky Mali également, et qui dessert les mêmes lignes. Il faut faire la différence entre la création d'une entreprise et le plan de pérennisation de l'entreprise. Moi, je suis un chef d'entreprise. C'est pourquoi moi, j'ai dit que ce n'est pas difficile de créer une entreprise, enfin, la compagnie.
Il n'y a rien de difficile de créer une compagnie. Mais ce qui est difficile, c'est le plan de pérennisation qu'il faut mettre en place pour entretenir la compagnie. Et surtout qu'il y a un détail très important, c'est que l'État veut mettre en place une entreprise d'État. Une entreprise d'État, si vous voulez bien, c'est trouver un moyen pour aider les populations dans leur souffrance. Et si l'État ne peut pas mettre en place une compagnie, d'abord sur le plan local, national, qui va venir et combler, atténuer les difficultés liées à l'enclavement. Parce que dans le communiqué du gouvernement, c'est de trouver des solutions à ce problème d'enclavement. Parce que le Mali est un pays malheureusement enclavé sur le plan national et également sur le plan international. Et la priorité du gouvernement, je pense que dans cet aspect-là, c'est de trouver un moyen. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de routes au Mali. Les routes qui étaient réalisées sont pratiquement dégradées. Partout, quand vous partez vers Caille, que vous partez vers le nord. Oui. Et s'il y a une solution de créer une solution alternative pour arriver à bout de ces difficultés, elle est la bienvenue. Nous n'allons pas dire que ce n'est pas une solution faisable, trouvable, c'est une solution trouvable. Mais par contre, comme je l'ai souligné, il faut mettre des compétences en place pour que la création ne soit pas tout simplement une création vide de sens, ou bien tout simplement pour qu'elle ne soit pas dans les effets d'annonce. Au-delà de cela, comme on a parlé des effets d'annonce, le projet de remettre en place le train Bamako, Caille, Dakar, Bamako, c'était un projet avec l'État sénégalais. Aujourd'hui, l'État sénégalais a pu réaliser les rails jusqu'à Tambacounda. Ce qui va permettre à l'État sénégalais d'ailleurs de mettre en place un port sec. Ce qui va être une difficulté pour les ports secs maliens. Donc moi je suis pour ce genre d'initiative, mais au-delà de cela, il faut mettre des compétences en place pour que ce ne soit pas tout simplement des effets d'annonce. Oui, c'est ça, on va évoluer dans le débat. On va évoluer dans le débat, mais si vous avez... Oui, j'avais juste deux mots, je ne vais pas polémiquer. Je pense qu'il a parlé de chef d'entreprise en des termes subtils, hein. Ça c'est la langue de Molière. C'est-à-dire quand on crée quelque chose et que ça va nulle part, c'est pas créer une entreprise. Une entreprise, on crée pour vivre. Est-ce qu'il ne veut pas dire que ça ne ramène pas? Est-ce qu'il ne veut pas dire... Non, attendez. Est-ce qu'il ne veut pas dire que créer une entreprise, c'est facile? Non, écoutez, on a peur de parler. D'abord, il y a beaucoup d'aspects. Lui-même, il a parlé d'auditer un cabinet d'expertise. Le fonds, les partenaires, c'est-à-dire que le capital, les partenaires techniques. J'ai dit, tu ne peux pas... S'il parle de desserteurs, c'est-à-dire que domestique, on est en phase, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas trop compliqué. Bamako, Caille, tout ça, c'est très simple, c'est pas trop compliqué. Maintenant, quand on veut faire une compagnie, il a parlé d'enclavement international. Maintenant, là, on parle de la France. Des Maliens, lui, il a pris l'exemple des Maliens qui veulent venir, de France qui veulent venir ici, de Côte d'Ivoire, de l'Afrique centrale. Si vous n'avez pas une coopération diplomatique avec ce pays-là, mais il y a un problème. Aujourd'hui, Air France ne peut pas venir ici, vous ne pouvez pas amener une... J'ai peur de parler. D'accord, oui, on va continuer avec le deuxième thème de l'émission. Oui, en quelques secondes. En quelques secondes, pour clôturer, c'est pour dire qu'en lien avec l'AS, il y avait un projet de compagnie aérienne avec le G5 Sahel. Avant que le G5 Sahel ne parte comme ça, mais ils peuvent mutualiser les efforts pour limiter les dépenses. Que les trois pays s'unissent pour avoir une compagnie régionale au nom de l'AS. Oui, surtout, il faut faire vite avant la compagnie Air Azawad, parce qu'il y a déjà l'aéroport à Kidal. Donc faisons vite. Oui, on va suivre cette actualité. On va suivre cette actualité pour savoir si c'est un effet d'annonce ou c'est véritablement un projet qui prend en compte les aspirations profondes du peuple malien. Deuxième thème de l'émission, diplomatie, l'axe Bamako
Alger, hein, on peut dire que c'est l'orage, hein, bruit, c'est toujours, hein, et les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas des meilleures. Et puis sur la question de la guerre, il y a deux positions. Alger, hein, qui estime qu'il faut un dialogue diplomatique, hein, et politique avec les rebelles, même Bamako, hein, qui estime qu'il faut faire usage de la force. Deux positions. Et Yamadou, on commence avec vous. On sait que vous êtes un grand défenseur, bon, pas défenseur, hein, vous êtes contre, hein, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mais aujourd'hui, Alger qui est médiateur dans cette crise, aujourd'hui, les deux positions. Et pour vous, quelle lecture possible entre les deux positions? Il faut faire la paix ou il faut faire la guerre pour avoir la paix? Alors, moi, je pense qu'il faut faire les deux. De toutes les façons, la situation du Mali nous impose cela parce qu'on a une rébellion sur fond de terrorisme. Mais ce qui m'interroge beaucoup plus, c'est la position de l'Algérie, que je n'ai jamais partagée. Le président Tebboune a même déclaré licitement qu'il fallait l'application de l'accord pour qu'il y ait la paix au Mali. Moi, je pense qu'un président d'une république qui parle à un autre État ne doit pas faire une telle déclaration. Surtout quand tu viens d'un pays qui a créé le FLN, le Front de Libération Nationale. Quand tu viens d'un pays, tout le monde sait comment l'Algérie a accédé à son indépendance. Il y a eu une solidarité, en tout cas du peuple malien, vers l'Algérie. Le président Fait Bouteflika ne dira pas le contraire. Ahmed Aïtamet ne dira pas le contraire. Le président Boudiaf ne dira pas le contraire. Donc, si le Mali se trouve dans cette situation aujourd'hui, qui même tranche un peu avec la situation algérienne, sur des questions frontalières, après la création du Front islamique pour le salut, qui a vu naître le GIA, le groupe islamiste armé, qui a muté pour devenir le GSPC, le groupe salaviste pour la prédication et le combat. Et on a vu la loi d'attente nationale en Algérie avec Lamine Géroual. Et après cela, on a vu comment le nord du Mali a été envahi. Moi, je pense que l'Algérie devait avoir plus de soutien pour le Mali par rapport à cela. Car la horde de terroristes qui ont quitté l'Algérie ont logé domicile dans le désert malien. Maintenant, on ne peut pas dire cela sans s'interroger sur pourquoi les autorités maliennes ont fait l'accord de Tamaracet. Pourquoi les autorités maliennes ont toujours choisi l'Algérie comme chef de file de la médiation. Moi, je comprends cela à un moment donné, quand il y a eu la crise de l'ambassade des États-Unis en Iran, c'est l'Algérie qui a fait la médiation. C'était une crise assez profonde, en lien avec le terrorisme. Donc, un pays comme ça, dans le Sahel, peut être sollicité, et puis, vu la puissance de feu que l'Algérie a. L'Algérie a une armée assez puissante, mais aussi qui a des expertises sur les questions du terrorisme, sur les questions transfrontalières dans le Sahara. Parce que le Sahara, ce n'est pas n'importe quel territoire. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on peut logiquement se tourner vers un pays, vers l'Algérie, pour avoir de bons conseils. Mais pas pour que l'Algérie nous impose une vision. Vous refusez l'ingérence? Je refuse l'ingérence à 100%. Okay. Et je crois qu'on a donné cette possibilité à l'Algérie à travers le comité de suivi de l'accord. Pour moi, l'Algérie, pays médiateur, chef de file de la médiation, c'est un honneur. Et l'Algérie devait faire en sorte, après la dislocation de la Libye, suite à l'intervention de l'OTAN, en tout cas de montrer toute sa puissance, en s'impliquant dans les dispositifs qui ont été mis en place pour régler les crises au niveau du Sahara, surtout après la mort de Déby. Donc, je crois que sur ce plan, on peut reprocher légitimement à l'État algérien de n'avoir pas joué son rôle, c'est de chercher à tirer la couverture sur soi. Mais en même temps, de laisser les problèmes du côté du Mali et en essayant de nous envahir par des idées qui ne sont pas les nôtres. Car l'accord là n'est pas la vision du peuple malien. Nous savons combien de fois ça nous a causé du tort. Et notre armée souffre encore aujourd'hui. Nos populations souffrent encore aujourd'hui. Donc, je suis encore étonné à ce stade que le président Tebboune dise qu'il faut aller à un dialogue avec le CSP. Surtout que le CSP n'est pas dans l'accord. Moi, j'aurais compris qu'il invite le CSP à intégrer l'esprit de l'accord pour qu'on puisse au moins continuer à négocier, même si nous ne sommes pas pour l'accord. Mais ce n'est pas d'imposer à l'État malien de dialoguer avec le CSP pendant que vous avez une partie des signataires de l'accord qui sont avec le gouvernement, qui a accepté l'application efficiente et intelligente, qui a même accepté le rejet si c'est fait, parce que Moussa Gatter est encore au gouvernement, le MSA est encore là, le Gatia est là, Gamou est gouverneur, et les mouvements de l'inclusivité, ils sont là aussi. Donc, je ne comprends pas vraiment la position de l'Algérie et je pense que c'est une ingérence de trop. Et du coup, ça impose au Mali, effectivement,
de faire la diplomatie et de préparer la guerre aussi, de la faire d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les territoires qui sont occupés par les terroristes, et nous savons que ces terroristes sont nourris et alimentés par ces groupes rebelles. Ça y est, la rébellion est devenue aujourd'hui un catalyseur au terrorisme. Donc, comment l'État malien peut se départir de ces deux phénomènes? C'est difficile. Okay. Donc, moi, je n'aimerais pas non plus qu'on demande l'impossible à nos autorités. Maintenant, aujourd'hui, diplomatiquement, il faut travailler d'arrache-pied pour que l'Algérie abandonne cette position, tout comme la France. Car j'ai eu à dire ici, le problème n'est pas de dire on chasse la France, mais il faut que la France change de choix stratégique. Pourquoi la France a choisi les groupes rebelles contre l'État malien? C'est une question. C'est à notre diplomatie de répondre à cela. Même demain, si la France accepte de collaborer franchement avec le Mali sur cette question, je pense que la position des groupes rebelles vont changer. Et on attend la même chose de l'Algérie. Et surtout que l'Algérie est à cheval entre nous et notre partenaire stratégique qui est la Russie. D'accord. Issa Kojima, oui, on a suivi et Yamadou Keita qui nous fait un cours de géopolitique, un cours oui, sur le rappel de l'État. Il est brillant, il s'est fait beaucoup de digressions. Écoutez, vous êtes bien habillé, bien à Paris, dans la gastronomie. Ce n'est pas avec des expressions qu'on peut régler ces problèmes-là. Je suis d'accord avec tous ces narratifs. D'essayer de dire, bon, je comprends sa logique, je ne la partage pas du tout. Je pense que l'Algérie est un grand pays, un beau voisin qui a beaucoup aidé, contrairement à ce que les gens pensent. Non, il ne faut pas qu'on s'installe vraiment dans des tirs croisés. On peut, si vous permettez, l'origine d'abord de cette crise, elle n'est pas algérienne. C'était d'abord en 1963. Le choix de Modibo Keïta avait remis en cause la féodalité de Kidal. C'est ça la vérité. Mais je ne dis pas bon ou pas bon. Et donc, en 1963, il y a eu la rébellion dite Touareg, qui était circonscrite dans un espace géographique qui n'était pas élevé. Et la gestion a été catastrophique. Il n'y a pas eu une démarche politique. On a utilisé la force. Et je ne veux pas revenir remettre le couteau. Et ça a créé des situations que même demain, ça a traumatisé. Et ça, déjà, ça a été déjà une première démarche qui était négative en soi comme gestion. Parce que face à une crise politique, il faut des solutions politiques, disait le président Alpha Oumar Konaré, sans faux fiant. Nous avons vu ce qui s'est passé à Sakoba, à Ségou. C'était le régime de la Première République. Donc ça, déjà, il fallait déjà... Pourquoi cet échec? Pourtant, à l'époque, l'Algérie même a pris les chefs rebelles, les ont remis au Mali. Il faut quand même qu'on restitue l'histoire. Les chefs rebelles à son temps ont été restitués, qui ont tenté de fuir, ont été restitués au gouvernement de Modibo Keïta. Ils ont été libérés quand Moussa Traoré a fait le coup d'État, a libéré tout le monde et a réinstallé la féodalité de Kidal. Je ne dis pas bon ou pas, mais ça c'est l'histoire. Et on a eu la paix pendant 20 ans, jusqu'en 90. Et quand la France, comme on a toujours dit, je ne dis pas bon ou pas mauvais, et quand la France a voulu se débarrasser des régimes dictatoriaux, entre guillemets, certains véritablement dictatoriaux, en 90, il y a eu la conférence de Bôle, il le sait très bien, quand Mitterrand a exigé que l'aide au développement est liée. Il n'a pas exigé, non. Bon, ça c'est l'expression à moi. Quand il a dit que l'aide au développement est liée à l'ouverture politique. L'ouverture politique veut dire quoi? C'est le multipartisme. C'est ce qui a fait que le Moussa Traoré, le président du Tchad, comment il s'appelle, Hissène Habré, et d'autres ont eu la flexibilité, ont eu le sens du vent, tel que Gnassimbe Adema Père et Ofoy-Boigny ont su préserver. Bon, l'autre a pris le devant, Mathieu Kérékou, faire une conférence nationale, et c'est ce qui a amené cette nouvelle donne. Je ne dis pas bon ou pas. En 90 déjà, il y a eu la rébellion. Et Boussa a signé les accords de Tamaracet. Boussa était militaire. Il avait les armes, il était militairement, il avait les moyens de se défendre. Mais il a signé un accord en 90. Et quand Moussa est tombé, il y a eu la flamme de paix avec Alpha qui a intégré beaucoup de combattants dans le gouvernement, dans tous les parapublics, tout. Bon ou mauvais, je ne dis pas. Mais tout ça, il y a eu l'accompagnement de l'Algérie. Et même aujourd'hui qu'il parle, je dis que j'ai peur de parler. Nous avons de coopération militaire avec l'Algérie. Beaucoup de nos militaires, même certains sont en formation. Et même dans le domaine de la sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, l'Algérie a beaucoup formé. Donc il ne faut pas qu'on laisse des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Certains sont de mauvaise foi. Maintenant, s'il y a des choix qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a certaines choses, je suis d'accord, qu'on peut reprocher à la diplomatie algérienne. Et là, je suis d'accord, certaines choses ne se disent pas publiquement, je suis d'accord avec lui.
Donc l'État malien est un pays souverain et sur des questions de diplomatie, les choses aussi complexes ne se disent pas sur la place publique. Okay. Et moi je dis, pour finir, je pense que ce qui urge aujourd'hui, c'est de revenir à la détente, c'est de revenir à une option diplomatique, de voir avec l'Algérie, pays frère, ami, qu'est-ce que nous pouvons faire pour juguler la crise. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il faut que l'Algérie soit démarchée pour que peut-être que, pas dans sa posture actuelle, mais nous avons, il a dit si bien dit là, je suis d'accord avec lui, le premier partenaire militaire de l'Algérie, c'est la Russie. Et aujourd'hui, notre premier partenaire militaire, c'est la Russie. Donc, je ne comprends pas que l'Algérie est un ami de la Russie, le Mali est un ami de la Russie d'aujourd'hui. Mais pourquoi, si la Russie est de bonne foi, pourquoi la Russie n'essaie pas de rapprocher les deux positions? Okay. C'est de là qu'il faut se poser la question. D'accord, on va poser la question. Oui, Birama Traoré, quelle est votre lecture de ces deux situations, ces deux visions sur la situation du pays, sur la situation de la crise du pays dans le Nord? Vous savez, sur les questions diplomatiques et puis sur les questions de défense, il faut souvent tempérer. Et puis, il y a un certain nombre de langages où on est obligé d'éviter. En tout cas, je suis un peu en phase avec M. Jim parce que le Mali n'a pas besoin quand même d'un autre front qui va être un front de trop pour le Mali. Que l'on veuille ou pas, le Mali et l'Algérie, nous avons une histoire commune et qui a permis aux Maliens, mais aussi aux Algériens, de recouvrer leur souveraineté dans le temps. Et au-delà de cela, ce que moi je reproche à l'Algérie, je trouve qu'elle a été inélégante à partir du moment où le Mali avait qualifié certains groupes rebelles de terroristes. À ce moment, l'Algérie ne peut pas demander au Mali de négocier avec ces groupes rebelles, ces terroristes, désormais qui sont considérés par le Mali comme des terroristes. Parce que l'Algérie elle-même ne négocie pas avec des terroristes. Rappelez-vous, en 2013, quand il y a eu la prise d'otage à Dinaménas, il y avait plusieurs ressortissants occidentaux, il y avait beaucoup de ressortissants algériens. Donc, certains pays occidentaux avaient fait des déclarations inélégantes parce qu'ils voulaient que l'Algérie, coûte que coûte, n'ouvre pas le feu. Ouais. Tandis que voilà, l'Algérie était dans la difficulté. Mais ces pays-là ont fini par regretter les propos qu'ils ont faits. Ils ont fait la paix avec l'Algérie. Moi, je trouve que aussi le Mali, aujourd'hui, nous devons être en phase de trouver des solutions diplomatiques avec l'Algérie ensemble. C'est un pays frère. Il fait un moment, le Mali a mis son administration, son territoire à la disposition de l'Algérie parce que l'Algérie et le Mali avaient des objectifs communs. Et aujourd'hui, le Mali et l'Algérie ont également les mêmes objectifs communs. C'est comment arriver à bout du terrorisme. Et même si aujourd'hui on ne parle plus d'indépendance des rébellions en Algérie, il faut se dire que l'Algérie aussi a connu cette réalité. Donc les séquelles sont toujours là. Moi, je pense que j'ai eu l'occasion de rencontrer un Algérien lors de mon dernier voyage. On a eu à évoquer ce sujet. Et à la suite de notre débat, il a trouvé que c'est des gens qui ont beaucoup de respect pour les Maliens. Les Algériens ont beaucoup d'estime pour les Maliens. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller en front avec l'Algérie. Et il y a des choses que le Mali ne dit pas à la place publique. Oui. C'est vrai que peut-être en déclarant ces rebelles aussi terroristes, est-ce que le Mali avait aussi donné l'information à l'Algérie? Parce qu'il y a des choses-là qu'on partage sur le plan diplomatique dans les coulisses qu'on ne dit pas publiquement. Ben, il y a tout ça, mais je pense qu'il faut trouver la diplomatie malienne doit toujours se surpasser pour trouver des solutions communes avec l'Algérie. Trouver des solutions communes avec l'Algérie. L'Algérie, le nord du Mali, je rappelle, c'est le sud de l'Algérie. Tamaracet, Issa Kaoudim souvent aimait faire référence à cette ville. Tamaracet. Oui, vous, docteur Amadou Touré, quelle est votre lecture de ces deux visions qui s'affrontent sur un même dossier? Bon, le dialogue difficile entre le Mali et l'Algérie peut être surmonté. Parce que ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a deux conceptions différentes de la résolution des conflits, notamment une conception internationaliste et paternaliste, et une conception nationale et domestique. C'est-à-dire que
Dans la logique algérienne, c'est que après le Maroc, c'est le Mali qui vient en termes de frontières, plus de 1300 et quelques kilomètres. Donc les relations entre les populations frontalières et le fait que l'Algérie, depuis les débuts des premières rébellions, l'Algérie a toujours intervenu dans la résolution des conflits au Mali. Quelles que soient les rébellions ou les accords, l'Algérie a toujours intervenu. Donc l'Algérie aussi, le Mali aussi, avec l'évolution et avec la caducité de l'accord, à un moment donné, a rendu caduc l'accord. Donc d'où les deux visions s'opposent. Mais l'Algérie, c'est qu'il faudrait retenir, l'Algérie, à mon avis, peut surmonter, aussi bien que le Mali, cette difficulté de collaboration sur les scénarios possibles. C'est-à-dire que l'Algérie, de bonne foi, va aider le Mali à ramener les Maliens, les exilés ou les déplacés ou les réfugiés qui sont sur son territoire, en facilitant le retour notamment de l'imam Mahmoud Dicko, qui est un cas spécifique aux récentes tensions entre le Mali et l'Algérie. Et pour le deuxième point, il y a les belligérants, souvent qui sont en Algérie et qui passent les deux frontières. Donc le troisième point pour l'Algérie, c'est de coopérer et d'aider le Mali à sécuriser notre frontière. Maintenant, pour le cas spécifique du Mali, et que le gouvernement retient l'obligation de s'asseoir et discuter avec l'Algérie. Parce que, comme je l'ai dit, entre les pays, on ne peut rien faire sans l'Algérie du côté Tinzawatan, Mali, Tinzawatan, Algérie. Il faut l'implication de l'Algérie, pas pour l'immiscer dans le processus de paix, mais pour lui confier un rôle qui serait notamment le retour de nos réfugiés, le retour de nos belligérants, le retour pour contribuer un peu à stabiliser notre zone. Oui, la question que faire, hein, Yamadou, vous êtes très critique voilà, de cette position, sur cette position de l'Algérie. Maintenant, que faire pour concilier les positions? C'est que la diplomatie, c'est l'art souvent de préserver le mystère, mais dans la diplomatie aussi, il y a l'élégance. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour le dégel? Je pense qu'il faut d'abord clarifier les choses. Et j'en profite pour dire à M. Dim que ça et moi, Yamoudou Keïta, je ne sais pas faire de digression. Je peux me tromper, mais je ne fais pas de digression. Alors, je pense qu'il faut préciser à M. Traoré qu'il ne s'agit pas de faire la guerre avec l'Algérie. Ça, on pose la question par rapport à la rébellion. Est-ce que le Mali doit faire la guerre ou jouer la diplomatie uniquement? Et moi, je dis les deux. Mais il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Algérie. Je veux que cela soit clair. Tant bien. Maintenant, et d'autre part, je voudrais quand même rappeler à M. Jim, d'abord, par rapport à la conférence de la Baule, le président Feu Mitterrand n'a jamais imposé à quelque État africain que ce soit la démocratie. Il leur a juste rappelé leur engagement. N'oubliez pas qu'à la création des Nations Unies, ce sont les États qui se sont engagés pour respecter les principes démocratiques. Et ce sont ces principes-là qui ont été repris à travers la Perestroïka, mais aussi à travers la conférence de la Baule. Et Mitterrand n'a fait que reprendre et leur rappeler que s'ils ne le font pas, la France va peut-être diminuer ses aides à l'endroit des pays qui ne respecteront pas ces engagements-là. Donc, depuis la création des Nations Unies, les 193 pays qui ont souscrit se sont engagés selon les principes démocratiques de gouverner leur État. Maintenant, il fallait juste leur rappeler de respecter cela. Maintenant, par rapport à la crise, chronologiquement, tout ce que vous avez dit, moi, je vous comprends. Et je ne défends pas l'État malien par rapport à certains actes qui ont été posés dans l'histoire. Je ne les condamne pas non plus. Ça, c'est la force de l'État. Historiquement, il y a des faits qui se sont passés. Seul par la force de l'État, on peut les régler. Ni vous, ni moi ne pouvons les régler. Car nous ne pourrons jamais apporter quelque, je ne sais pas comment dire, apaisement que ce soit à la souffrance de ces familles, de ces territoires. Ce n'est pas possible. La rébellion, elle est dans ce cadre-là aussi. Il y a eu beaucoup d'injustices. Je le dis, nous avons des contentieux juridico-politiques qu'il faut vider. On ne peut pas construire un pays comme ça, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut s'arrêter sur ces questions et apporter des solutions, apaiser ces familles, et reconnaître ce qui a été fait qui n'est pas bon. Ça, c'est la force d'un État. C'est par rapport à cela que j'ai parlé de la loi d'entente nationale en Algérie qui a marché, même si aujourd'hui, il y a encore les déshydratants à gérer. Donc, de la crise de 63, aujourd'hui, vous avez une chronologie. Car depuis 63, qu'est-ce qu'on a demandé à Modibo? C'est la libre administration des collectivités. C'est la même chose qu'on a demandé à Moussa. C'est ça, a fait Moussa Traoré, les deux sont décédés, paix à leur âme, paix à l'âme de tous les dirigeants qui nous ont quittés, que je vais citer ici. Et c'est la même chose qu'on a demandé au fait général Moussa Traoré. C'est ça qui nous a conduit à l'accord de Tamaracet. C'est les conséquences de l'accord de Tamaracet qui nous ont conduit au pacte national. C'est lié. C'est ça, les mêmes qui nous ont conduit aussi à l'accord de 2006, c'est lié.
Et c'est les mêmes qui nous ont conduits à l'accord de 2015. Donc, chronologiquement, il y a un lien. Maintenant, aujourd'hui, on peut aimer l'accord. Moi, je vous comprends, parce que quand les Maliens disaient qu'ils ne voulaient pas de l'accord, c'est le CNT qui a dit qu'il faut appliquer l'accord. Ils l'ont mis dans la charte de la transition. Mais nous savons que c'est là où il faut poser le débat. Car on ne peut pas construire un pays avec une telle différence. On ne peut pas construire un pays avec une telle trahison. Il y a certains de nos compatriotes qui sont aidés par d'autres puissances. Pourquoi? On ne sait même pas souvent pourquoi. Il y a des dessous de l'accord qu'on ne connaît pas. Les Maliens ne savent pas tout ce qui a été signé, tous les engagements qui ont été signés. Donc aujourd'hui, si l'Algérie est mise dans cette position à la faveur de cet accord, et que l'Algérie agit de la sorte, moi je n'en veux pas à l'Algérie. Ce sont nos autorités qui ont donné la possibilité à l'Algérie de régenter le Mali, je le reprends. Maintenant, ce n'est pas de l'insulte vis-à-vis de l'Algérie, mais les propos du président algérien, je crois qu'aucun Malien ne peut l'accepter. Que Tebboune sorte pour nous dire, sans l'accord d'Alger, il n'y aura pas de paix au Mali. Nous sommes au XXIe siècle, M. Kaoudim. Ce n'est pas parce que je suis bien habillé, je ne fais pas référence aux valeurs françaises, je n'ai pas besoin. Je me nomme Yamoudou Keïta, c'est très clair. Et par rapport à ça, j'aimerais surtout qu'on dise une chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour moi, c'est là aussi la réponse. Et la question, elle doit être répondue et par nous, et par nos frères Touaregs. L'Algérie est moins, parce que si nous on s'entend, l'Algérie va suivre. Si vous voyez que l'Algérie aujourd'hui joue à ce jeu, c'est parce que nous on est divisés. On ne s'entend pas avec nos frères Touaregs. Et l'Algérie les soutient. Et ce soutien, c'est comme une sous-traitance. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est l'Angleterre, c'est la Chine. Quand nos autorités vont au Conseil de sécurité de l'ONU, ils disent quoi? On va appliquer l'accord. Tout le monde sait que c'est un accord qui a été imposé. Mais on fait comme si de rien n'était, ce n'est pas un problème. Maintenant, quand on parle, on dit non, vous êtes trop maximalistes, trop radicaux, vous faites de la digression. Non, je suis désolé. De cette façon, on ne trouvera pas la solution. Okay. Ou bien on fait référence à l'histoire pour ne pas répondre à la question. Mais l'URDAC veut répondre clairement à cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Mali doit s'entendre avec les groupes armés. Le CSP doit revenir dans la négociation. C'est le préalable à faire. Nos autorités doivent aujourd'hui créer les conditions pour que les CSP reviennent dans la négociation. Maintenant, l'Algérie pourra intervenir diplomatiquement, mais c'est au Mali d'ouvrir la voie à cela, tout comme on avait ouvert la voie à l'ingérence à travers le comité de suivi de l'accord. Maintenant qu'on a mis fin à ça, il faut que la diplomatie reprenne ses droits. Okay. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dialoguer pour trouver la solution, mais aussi c'est faire la guerre. Il ne faut pas s'asseoir pour laisser nos territoires aux mains des terroristes. Qui va s'asseoir aujourd'hui pour observer ce qui se passe au pays d'Ogon? Mais on voit les grands partis politiques, c'est silence à radio là-dessus. Mais tout ça, ça participe à la question. Okay. D'accord, Yamoudou. Il faut qu'on parle. Oui, d'accord. Non, il faut qu'on parle. Non, d'accord. Il nous donne des cours. Non, vous allez parler, Isaac Oye. Mais je ne comprends pas, Isaac Oye. Quand il s'agit de répondre à un invité, vous voulez parler, mais quand il s'agit de parler, vous dites que vous n'avez pas de parler. Vous savez ce qui est derrière moi. Voilà, elle a. Allez-y. Écoutez, j'ai compris votre position, le narratif, voilà. Mais je ne vais pas revenir pour polémiquer inutilement, ce n'est pas ça qui est important. Que faire? On est sur la question. Non, j'ai compris. Oui. Au fait, il n'y a pas deux solutions. Il y a une expression appropriée, mais seulement que, vu ce qui est créé, ces propagandistes, ces affidés du pouvoir, ces gens qui veulent paraître, qui donnent l'impression que c'est eux qui aiment le Mali, qui sont sur les médias, qui vont déguiser à faire des meetings genre comme si c'est eux qui aiment le Mali plus que les autres, et qui essaient de détruire les communications saines, c'est ça qui pose problème. Okay. Et aujourd'hui, vous avez dit, vous avez parlé de CNT, j'étais 4e vice-président de CNT, c'est vrai, vous avez raison. Alors, je crois qu'il faut, dans la vie, faire un choix et l'assumer. Aujourd'hui, tout le monde a peur de s'exprimer quand il s'agit de ceux qui gèrent le pouvoir, au risque de ne pas aller en prison. Sinon, dans cette affaire, tout le monde connaît la vérité. L'accord d'Alger que vous parlez n'est que la conséquence des mauvaises gestions des précédents. Parce qu'il ne faut pas prendre le ballon au milieu pour dire que non, c'est là que ça commence. Parce que la gestion de 63, je ne vais pas revenir sur ça. La gestion de Tamaracé, je ne vais pas revenir sur ça. La décentralisation mal maîtrisée, mal gérée, je ne vais pas revenir sur ça. Les différents fonds qui ont été alloués au Nord pour son développement, sa gestion, on n'a pas audité, je ne vais pas parler de ça. L'intégration de ces groupes, on n'a pas audité cela.
L'accord d'Alger, tout n'était pas mauvais. On devrait juste, de mon point de vue, imposer la relecture en des termes diplomatiques, parce qu'on a fait le succès militaire. L'armée a eu la capacité de récupérer Kidal. L'armée a eu la possibilité partout de pouvoir aller. Donc, à un moment donné, comme disait le président Mao Zedong, le père de la révolution, même si je ne suis pas idéologiquement ferlaté à gauche, qui dit la politique, faire la guerre, la politique avec effusion de sang, c'est la guerre. Maintenant, sans effusion de sang, c'est la politique. Donc, ça veut dire que quand on fait de la politique, en permanence, on est en guerre. Mais la guerre de construction ou de destruction, c'est là où ça devient intéressant. Le Mali a besoin d'une guerre de construction. Bien sûr. Parce que si on ne reçut pas l'unité nationale, si on ne reçut pas ensemble de même... Parce que le problème de l'unité nationale et l'intégrité du territoire, aucun Malien n'est comme ça. Aucun Malien n'a remis ça en cause. Ça, c'est déjà un atout. Et le deuxième atout que nous avons, vous allez me laisser parler, vous allez laisser parler, vous me laissez parler. La deuxième chose qui est importante que nous avons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une armée véritablement nationale. Personne au Mali n'a un problème parce que l'armée, c'est nous-mêmes. Tout le monde se reconnaît dans l'armée malienne, qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Partant de ces deux aspects positifs, nous pouvons réussir le rassemblement autour de ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, moi je n'appelle pas les autorités de transition, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils veulent aller où? Si vous posez la question, vous partez en prison. Parce qu'ils ont fait des choix, qu'ils estiment que c'est des bons choix. Si ces choix sont bons, ils doivent donner la parole au peuple malien de le valider. Parce qu'aujourd'hui, si on dit on sort de la CEDEAO, personne ne peut dire virgule. On crée AES, personne ne peut dire c'est quoi le contenu. On est en bruit diplomatique avec des pays que je ne vais pas citer. Et finalement, on est amis avec qui? Économiquement, où allons-nous? Alors, donc, dans ce cas, si réellement, ceux qui ont le pouvoir, ils savent que réellement le peuple est résilient, le peuple est d'accord avec eux, mais la première démarche pour valider le choix, ils doivent présenter leur vision économique, leur vision politique, leurs voies et moyens pour sortir de la crise, et maintenant pour le valider dans les urnes. Et en ce moment, ça va taire tout le monde. Non, moi je pense que c'est de faire... Bon, c'est bon. Oui, C'est bon, c'est vraiment... Non, je suis obligé de finir. Oui, Birama Traoré, il y a un autre thème qui nous attend. Argument Birama Traoré, allez-y. Alors moi, surtout, je ne comprends pas M. On dit que la guerre est très sérieuse, parce donc que qu'elle soit... je trouve qu'il y a, en tout cas, il y a un contraste, pour ne pas dire une incohérence, dans les propos. De qui? De M. Keïta. Je ne veux pas jusqu'à dire de l'incohérence, mais je pense qu'il y a quand même... Très subtilement, vous le dites. Il y a quand même des... Il a dit. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il n'y a pas de souci. J'ai dit quand même qu'il y a quand même un petit contraste. Et à quel niveau? Voilà, justement, c'est là où je veux en venir. Parce qu'il l'a dit clairement ici. Hein. Vous savez, dans le cadre de la diplomatie, il y a toujours des éléments qui ne sont pas à la portée publique. Et que ce soit des chroniqueurs, des opposants, des journalistes, il y a toujours des éléments qui ne sont pas des portées publiques. C'est pourquoi souvent, que ce soit des hommes politiques ou même des journalistes, ne s'aventurent pas trop avec un certain nombre d'éléments. Vous dites ici que les actions dans le temps posées par le pouvoir de Modibo ou de Moussa Traoré, c'était la force de l'État pour trouver des solutions à un certain nombre de problèmes dont un citoyen lambda ne pouvait pas trouver. Mais par contre, avec l'Algérie, quand la même force d'État fait appel à l'Algérie, vous ne comprenez pas que ça, vous trouvez que c'est le Mali même qui a donné le quitus à l'Algérie, et voilà, pour adopter la posture qui est la sienne. En réalité, tous qui ont une lecture, en tout cas objective, de la situation du Mali, au moment où on signait cet accord, c'est que nous étions dans une position de faiblesse. Nous étions dans une position de faiblesse. Il fallait trouver un accord pour aller de l'avant. Et cet accord a permis aux Maliens quand même de maintenir en un temps soit peu une forme de paix dans le Mali. Maintenant, et cet accord, en annexe d'ailleurs, prévoyait la réélecture par n'importe quel parti qui est envisagé. Il suffit tout simplement d'informer l'autre parti comme quoi qu'il faut revenir. Et je pense que je me souviens, le ministre actuel de Malien de l'extérieur
à sa nomination, juste avant sa nomination. Les affaires étrangères, oui. Oui, juste. Non, ouais. le ministre, M. Attaya, qui était un des porte-parole quand même de MNLA. De MNLA, avait clairement fait comprendre que le MNLA ou bien la CMA n'était pas contre la réélecture, mais seulement qu'il fallait respecter les étapes. Okay. C'est que si le Mali voulait faire cette réélecture, qu'il fallait tout simplement notifier aux rebelles. Donc moi je pense que du moment où c'est dans la charte quand même qu'on allait appliquer l'accord d'Alger. Tout le monde se souvient quand même que l'application intelligente qui était annoncée par le Premier ministre lui-même. Maintenant, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi finalement on est arrivé à une conclusion où cet accord d'Alger est devenu qu'a dit qu'il fallait aller vers une autre solution. C'est pas le problème en soi, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi qu'il fallait. D'ailleurs, avec le dialogue intermalien, beaucoup de Maliens n'ont pas compris pourquoi l'État malien n'a pas fait appel quand même à ces groupes rebelles avec lesquels nous sommes en conflit, plutôt que des Maliens avec lesquels nous sommes en phase sur tous les points. Oui, docteur Amadou Touré, sur cette question sur comment arriver à une désescalade. Bon, pour arriver à ça, je l'ai toujours dit, parce qu'il faudrait qu'on comprenne que les gestions, il faudrait enlever la passion, qu'on passe sur la raison et que les problèmes réels sont là. Si le Mali a quitté l'accord d'Alger pour le dialogue intermalien, malgré que les problèmes existent, les problèmes de fond, c'est-à-dire le déséquilibre de développement entre le nord et le sud existent, les problèmes de velléité sont là, les belligérants ne sont pas là. Donc il faudrait trouver un mécanisme où tout le monde peut être appelé. D'où il faudrait faire appel à l'Algérie. Il faudrait faire appel à l'Algérie, lui confier un rôle que ce soit peu, l'écouter, et que le gouvernement aussi ait en tête qu'il faudrait une obligation pour nous de s'entendre avec l'Algérie. Il fait qu'on partage plus de 1300 et quelques kilomètres carrés, et que la guerre n'est pas en soi une solution. Parce qu'il faudrait ouvrir une ouverture, et on l'a toujours dit qu'un retour à l'ordre constitutionnel peut être une source de paix. Parce qu'il faudrait qu'on s'assume, qu'on dialogue et qu'on ouvre les portes. Merci. D'accord. Oui, on va continuer, on va parler du Sénégal, toujours diplomatie, mais cette fois-ci c'est diplomatie, c'est une bourde diplomatique de l'ambassadeur ukrainien à Dakar qui a été convoqué pour des propos, pas diplomatiques, pour des propos polémiques. Le Sénégal qui, dans un communiqué, rappelle, je cite, le Sénégal maintient une position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien, et le communiqué qui poursuit, le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit. Rapidement, oui, Yamadou Keita sur cette question, l'ambassadeur qui a posté sur la page Facebook de l'ambassade une vidéo de propagande qui soutient les rebelles du CSP dans la guerre récente de Tizawaté. Oui, bon, c'est regrettable en tout cas qu'un ambassadeur agisse comme ça déjà, voilà. Et avant d'approfondir ça, je voulais juste préciser à M. Traoré que, comment on appelle, la relecture de l'accord n'est pas dans la charte, c'est son application qui est dans la charte. Et l'application... Je veux parler de l'application, bien sûr. Voilà, n'est marqué nulle part. Je parle de l'application, voilà. Bien sûr. Donc, bon, après, dans mes propos, je ne vois pas de contraste. Après, c'est vous pouvez juger selon votre compréhension. Sur la question de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, bon, c'est regrettable en tout cas qu'un diplomate s'exprime de la sorte, jusqu'à les soutenir et faire l'apologie du terrorisme. Voilà, donc je pense que c'est une interpellation à notre égard, à nous tous, à tous ces pays africains. Et le Mali est victime à nouveau, mais ça n'a pas commencé que par cela. Ça tranche un peu avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on était ce pays où on venait nous dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, et M. Dim l'a dit, c'est l'échec de certains choix politiques, bien sûr, j'en conviens. Et même ça, on n'a pas le courage de tirer ça au clair. Nous sommes en train de dire c'est X, c'est Y. Donc, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous assumer, je pense que nous devenons la risée du monde. Un ambassadeur ne fait pas l'apologie du terrorisme. Le Mali avait montré l'exemple. En tout cas, on avait, d'une certaine façon,
comme on appelle, déclaré l'ambassadeur de France au Mali, persona non grata, le représentant chargé des droits de l'homme des Nations Unies. Et l'ambassadeur d'Italie avait été convoqué, même s'il devait être renvoyé aussi, voilà, comme d'autres. Voilà, ça, c'est pas de la passion, mais c'est de la vérité. Maintenant, on ne peut pas faire la diplomatie de la sorte, je suis d'accord. Mais pour se faire respecter, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre cette posture pour se faire respecter. Ça peut se faire sans renvoyer qui que ce soit d'ailleurs. Mais il faudrait ramener les choses dans leur cadre pour que les textes constitutionnels qui régissent nos États soient respectés. Donc, un ambassadeur ukrainien au Sénégal qui tient un tel discours, ça interpelle toute l'Afrique. Ça interpelle le Mali en particulier, mais aussi les pays qui ont soutenu cette chute du Mali. Ils disaient que quand on signait cet accord, on était faible. Non, on était trahi. Là-dessus, on n'est pas d'accord, c'est sa position. Je garde la mienne. Le Mali était trahi tout simplement. Si nous n'étions pas trahis, le Mali n'allait pas tomber face à tous ces pays, y compris le Sénégal. Et aujourd'hui, le discours se tient au Sénégal par un ambassadeur ukrainien, pour nous dire que c'est eux en fait, qui ont armé certains groupes du CSP pour pouvoir faire ce combat. Et je pense que ça doit unir nos forces, ça doit unir nos armées, au-delà de l'AES. Même la CEDEAO doit se saisir de cette question. L'Union africaine doit se saisir de cette question. Les Nations unies doivent se servir de cette question. Même l'Union européenne doit se servir de cette question, malgré le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine. Donc, je pense qu'aucun pays qui respecte en tout cas la charte de l'ONU ne doit accepter une telle déclaration venant d'un ambassadeur. Issa Koyema sur les propos de l'ambassadeur. Moi, j'ai une lecture nuancée. Hein. Je suis d'accord qu'on soutient le pays et que nous condamnons les propos qui ont été tenus par la page officielle de l'ambassade de l'Ukraine. Nous condamnons, donc ça c'est très clair. Hein. Mais quand vous écoutez le discours de la diplomatie sénégalaise, fait de la communication équilibrée. Il y a deux mots essentiels. C'est pour ça que la diplomatie, c'est de l'art. Ils disent qu'ils ont une neutralité constructive de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est un signal très fort. Une neutralité constructive. C'est quoi la définition de neutralité constructive? Il cite dans son passage, en condamnant le terrorisme, en renouvelant son soutien à l'armée malienne, au peuple malien et aux institutions, tout en disant, en faisant une différenciation des rebelles Touareg. Le mot rebelle Touareg est sorti de son discours. Allez lire le communiqué. Ouais. Alors, donc ça veut dire, il dit d'une façon subtile de faire la différence entre les groupes terroristes qui est condamné et condamnable en principe, mais de prendre d'une posture qui, diplomatiquement, il faut décortiquer. Parce qu'il reconnaît qu'il y a une rébellion Touareg dans cette crise. Donc, de dire, faisons pas d'amalgame, nous condamnons le terrorisme, mais en filigrane, il ressort le mot rébellion Touareg. Voilà là où il faut être extrêmement prudent. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut avoir une diplomatie de détente, une diplomatie de reconquête, et non une diplomatie de rupture. Parce que le Sénégal a su préserver ses intérêts tout en essayant de ne pas se fâcher avec le Mali. Parce que ce communiqué a montré clairement qu'ils ne sont pas ni complices de ce qui a été dit que nous condamnons par l'ambassade de l'Ukraine, mais tout en essayant aussi de dire qu'ils ont une position de neutralité constructive. Alors que nous, notre position, en tout cas les positions officielles, parce qu'on est obligé de s'aligner, de gré ou de force, de nos autorités, ils sont avec la Russie. Alors, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Comme on le dit, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Alors, je ne vais pas citer l'autre expression, mais le Sénégal essaye de garder une posture d'équilibre. Parce qu'il a des intérêts avec le Mali, mais il a des intérêts aussi très poussés avec les amis de l'Ukraine, qui est l'Union européenne qui vient de leur donner un fonds extrêmement important et qui sont dans une posture même de demander à l'OTAN de venir sécuriser leurs frontières. Donc je vois que dans cette affaire, il faut que nous ayons, je ne vais pas dire ça, mais il faut quand même qu'on essaye de revoir notre carte diplomatique, l'adapter, parce qu'il est plus important d'engager des points diplomatiques que seulement de donner la parole aux affidés pour insulter tout ce qui bouge. Moi, j'ai entendu quelque chose que je me désolidarise. Quelqu'un qui sort, qui est connu, qui sort sur des médias. Il y avait des officiels
à cette cérémonie, qui traite le président de l'Algérie des expressions que je ne vais même pas prononcer. Donc moi, je pense que faisons attention. Je pense qu'on a intérêt à recentrer une diplomatie plus adaptée, à faire en sorte que nous ayons plus de soutien que de considérer que tout le monde est contre nous. D'accord. Oui, docteur Amadou Touré, sur cette question. Cette question, ce qu'il est important de ressortir, c'est que l'État malien, l'État sénégalais du moins, a tardé avant de réagir. Il fallait que la société civile se mobilise. Donc il y a eu une timidité de l'État sénégalais. Et vu la gravité de l'apologie du terrorisme, et vu les promesses tenues par Sonko lors des campagnes qui disaient qu'après leur élection, qu'ils vont aider le Mali, même s'il faut envoyer des militaires. De tels propos tenus par l'ambassadeur qui devrait être neutre, l'interpeller, c'est une insuffisance. Moi, à mon appel, il devrait aller au-delà de cette interpellation. Ok, d'accord. Oui, Birama Traoré, sur cette question. Alors moi, je suis en phase avec M. Guim, mais ce qui est le plus important dans le communiqué, c'est que le Sénégal aussi a qualifié l'attaque de l'attaque terroriste, même s'ils ont mentionné la rébellion Touareg. Parce que l'attaque, il a été menée en coalition entre les rebelles et les groupes, les groupes terroristes. Donc l'attaque, forcément, elle est l'attaque terroriste. Mais ce qui est important pour le Mali, c'est que quand le porte-parole du service de renseignement ukrainien prétend qu'ils ont apporté des informations au groupe rebelle malien, moi j'ai dit qu'il ment. L'Ukraine n'a aucun moyen. Le Mali et l'Ukraine n'ont pas de frontières. L'Ukraine n'a aucun moyen de quelque nature que ce soit pour fournir des informations au groupe rebelle malien. Si jamais elle y est parvenue avec des pays proches. De quel pays? Ça, c'est le Mali qui est en phase, à ce moment-là, qui est en droit de trouver des réponses. D'accord. Il n'y a pas eu de réaction côté malien par rapport à cette déclaration. C'est gravissime, d'ailleurs. C'est gravissime parce que qu'est-ce que le Mali va dire pour ne pas aggraver la situation ou pour ne pas accuser qui que ce soit? Parce que je trouve que c'est fondamentalement faux. Et pour preuve, même l'Israël, qui est aussi beaucoup plus puissant que l'Ukraine, pour contrer les attaques de l'Iran contre son territoire, il a fallu trouver des renseignements saoudiens, la base aérienne jordanienne, ainsi de suite. Donc moi, je pense que si jamais l'Ukraine y est parvenue, c'est qu'il est parvenu avec des complicités des pays voisins. Lesquels pays voisins et pour quelle fin? Le Mali doit trouver quand même des réponses assez problématiques. Oui, d'accord. Oui, il nous reste 10 minutes pour clôturer cette émission. À partir de ce soir, nous intégrons une nouvelle rubrique, dans une petite rubrique No Comment, où une image va défiler et nos invités vont réagir ensuite. Instant No Comment. C'était là la rubrique No Comment, qu'on a intégrée à partir de ce soir. On va l'améliorer avec, pour répondre aux exigences de Issa Koudjoum le 10. Oui, un mot, rapidement, un commentaire sur cette image. Oui, bon, le No Comment, c'est du déjà vu. En fait, on vit ça moi je vis ça depuis mon enfance, quoi. Voilà, donc c'est gênant, comment on appelle ça, c'est même humiliant. Voilà. Mais maintenant, comment apporter des solutions en termes
d'urbanisation, parce que ça fait poser beaucoup de questions à la fois. Ok. On sait que nous avons un État qui a pratiquement tout abandonné, et des villes mal entretenues, des plans d'urbanisation mal exécutés, des programmes de logement mal exécutés, et l'occupation du territoire mal fait, des lits du fleuve ou des marigots mal entretenus. Il y a autant de questions qu'ils ont posées, manque de caniveaux. Voilà, donc c'est déjà rapidement. Moi, je pense que c'est pour une fois on est en phase, sauf que faire? Je pense nous sommes tous interpellés. Il y a un problème de citoyenneté. On n'est pas du tout respectueux vraiment de l'environnement, de comment se comporter face à ça, mais on ne peut pas aussi nier la part de l'État qui doit veiller à ce que les citoyens respectent l'environnement, mais je pense que ça interpelle la conscience collective. Oui, rapidement, oui, docteur. L'image, pour moi, traduit l'échec des élus, l'échec de la politique, parce que qu'est-ce font nos maires au-delà de célébrer le mariage? Donc, c'est les maires qui ont pour rôle l'entretien des caniveaux, parce qu'ils ont les fonds pour ça, et l'État aussi, à travers le domaine, devrait aussi s'assurer que les mêmes inondations, les mêmes périodes, les mêmes moments. Donc, que font nos élus d'abord? Oui. Et qu'est-ce que l'État a aussi de... D'accord, oui, à part pour vous, la célébration des mariages. Donc, oui, à part, c'est l'échec de nos élus. Oui. Birama Traoré, je suis d'accord avec le docteur. Ça, c'est la responsabilité directe des collectivités locales. Et c'est parce que dans toutes les collectivités, dans toutes les mairies, il y a le plan d'urbanisme, mais de quel plan et pour quelle fin? Et malheureusement, c'est là où j'interpelle l'État, non seulement à accompagner les collectivités, mais à veiller pour que les plans d'urbanisme soient mieux exécutés dans les collectivités. Ok, oui, la dernière ligne droite de cette émission, cette fois-ci, Issa Kaoudjima, vous n'êtes pas pris de cours, c'est une rubrique que vous connaissez, la rubrique coup de cœur, coup de gueule, le générique. C'est la dernière partie de l'émission, le RDI rubrique coup de cœur, coup de gueule. C'est la rubrique où nos invités font l'actu à travers un coup de cœur ou un coup de gueule ou les deux à la fois. On va commencer avec Yamadou, ensuite Birama Traoré, Dr Amadou Touré, on finit avec Issa Kaoudjima. On vous fait toujours le privilège de conclure l'émission avec vous, Issa Kaoudjima. On commence avec vous, on finit le plus souvent avec vous. Bon, peut-être c'est le hasard, peut-être c'est voulu, je ne sais pas trop. D'accord. Peut-être que le grand subtil nous dira. Je laisse la parole à Kaoudjima pour commencer avec lui. Allez-y. Je vous entends. Allez-y. Pour vous, quelle est la différence? Pourquoi vous voulez... Non, c'est au fait... J'ai de l'admiration pour le monsieur, pour son courage et pour son franc-parler. Je crois qu'il a apporté la valeur ajoutée à la politique malienne avec ses approches des questions, ses critiques et son courage. Ce n'est pas pour vous flatter. Et moi, je mets un coup de cœur aujourd'hui pour les familles, en tout cas nos familles endeuillées, de tout le centre jusqu'au nord et d'autres parties du Mali qui sont attaquées, mais aussi qui sont sous les eaux, Bla, la ville de mon ami Elijah de Bla. Je compatis à leur souffrance et on ne peut que prier pour un nombre de fois, on ne peut que prier que Allah nous assiste, qu'il nous aide pour apaiser les cœurs et les esprits des uns et des autres, qu'il ait pitié de l'âme de nos militaires qui sont tombés et qu'il ramène la paix dans notre pays. Voilà, c'est le coup de cœur que je mets ce soir. Oui, Birama Traoré. Oui, bon, j'aborde aussi dans le même sens. Je compatis franchement aux douleurs des familles des militaires tombés sur le front. Et voilà, pour la patrie. Et également à toutes les familles qui sont victimes, malheureusement, de cette barbarie imposée au pays et dont il faut faire face. Voilà, mon coup de cœur, ça va à l'endroit de ces familles endeuillés qui n'ont rien demandé à personne, mais qui malheureusement ont connu cette souffrance. Okay. Docteur Amadou Touré. Pour moi, j'ai deux cartons rouges. Le premier, c'est pour l'État sénégalais pour l'insuffisance des mesures prises contre l'ambassadeur de l'Ukraine.
Donc les mesures à mon niveau sont vraiment insuffisantes. Et le deuxième carton rouge... Vous avez voulu clairement qu'on le déclare persona non grata et qu'on l'embarque rapidement dans le premier avion sur l'Ukraine. Tout à fait. Ok. Donc pour le deuxième carton, c'est plutôt à l'endroit de la société civile malienne et des partis politiques parce qu'au-delà du gouvernement, personne n'a dit mot. Il n'y a aucun communiqué pour dénoncer l'acte de l'ambassadeur. Je peux me tromper, mais je n'ai pas vu cela. Et pour le coup de cœur, c'est pour les autorités régionales de Tombouctou, pour l'accueil et la passation de la mascotte. Il y avait eu la présence du gouverneur de Mouti. Donc, vous allez nous inviter à Tombouctou? Oui, non, on va déplacer les MusRD à Tombouctou. Donc on va faire une spéciale émission RDI depuis Tombouctou. Ok, on l'espère bien. Oui. Issa Kaoudji. Merci. Je crois que aujourd'hui, pour l'image de l'invité qui représente la diaspora, j'ai vraiment apprécié la spontanéité et surtout la diversité des diasporas, malgré les différentes approches, mais ils ont tous à l'unisson compati à la douleur que nous vivons. C'est là extrêmement important. Ça veut dire que le Mali est indivisible au-delà de nos positions géographiques, au-delà de nos conceptions d'approche de comment sortir de la crise. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons valoriser, capitaliser, et que les Maliens parlent de même voix, au-delà des condamnations, mais d'agir ensemble pour que nous puissions trouver les voies et moyens et des solutions pour sortir de la crise que nous vivons. Parce que je ne crois pas à une guerre sans fin. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devrons nous ressaisir pour qu'ensemble, de lutter et de défendre le pays, mais surtout aussi de créer les passerelles pour qu'il y ait un dialogue avec nos frères qui veulent la paix. Parce que la paix n'a pas de prix. Mais aujourd'hui, nous avons du potentiel. L'armée existe, la solidarité autour de l'armée et surtout l'unité autour de l'armée est vraiment très important pour aller à la paix. Donc moi, je suis là, je pense que tout le monde est dans cette dynamique. Il faut s'allier vraiment à l'esprit des diasporas, sa spontanéité pour aider les autorités et le Mali à œuvrer dans le concert pour que nous puissions trouver les fondamentaux. Et je pense que la paix, c'est ce qu'il nous vaut aujourd'hui. Maintenant, coup de gueule. Coup de gueule, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la liberté d'expression s'est rétrécie. Honnêtement, si ça continue, moi-même, je serai obligé d'abandonner le plateau. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas donner des détails. Vous avez eu des menaces? Mais bon, le pire des menaces, c'est que pour un oui ou non, on peut se trouver... Bon, je ne vais pas dire davantage. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait plus où mettre la tête. Quand vous cessez de parler, on dit, bon, voilà, il démissionne, il ne peut pas abandonner. Quand vous parlez, mais nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des charges, nous avons des responsabilités. Est-ce que ça vaut la peine souvent de se dire si on vient contribuer à l'éveil de conscience, à un débat contradictoire pour le Mali et pour se trouver vraiment, je ne vais pas dire davantage, je pense que trop c'est trop. Si ça continue comme ça, je me serai obligé vraiment d'arrêter. Je n'ai pas le choix. Vraiment, c'est mon coup de gueule. Je pense que le peuple peut combattre ça. C'est tellement que les autorités entendent votre coup de gueule, parce que Issa Kaoudji nous priver de Issa Kaoudji pour ce RDI. Mais attendez, vous savez comment je suis. Tout le monde sait que j'ai dépéri. Pourtant, je me porte bien. C'est des stress insoutenables. Mon frère ami, lui prend son avion, il va à Paris. Moi, je ne peux pas aller à l'aéroport. Mais pourtant, j'ai senti un parfum français. Je ne sais pas où est-ce qu'il est venu. Peut-être c'est le mec caché qui m'a amené. Ok, Issa Kaoudji reste positif. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de soucis pour ta prise de parole. Parce que ici, sur ce plateau, il n'y a pas d'invective. On ne fait que parler du Mali pour le bonheur du Mali et puis pour le projet démocratique. On ne cesse de le rappeler. On va vous faire taire par tous les moyens possibles. Merci Issa Kaoudji. Merci Dr Amadou Touré. Merci Birama Traoré. Merci Yamadou Keita. C'est un plaisir de vous retrouver. Non, il est brillant. J'espère que il est très brillant. Il porte vraiment un débat contradictoire. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on a besoin vraiment de co-débatteurs comme ça pour que vraiment les Maliens... Il est encore là pour le séjour, pour le bonheur du RDI. Un plaisir. Toujours un plaisir. Le plaisir est là. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News.
Tanouz. Un clin d'œil spécial ce soir à ce puriste de la langue de Molière, Kernoas Diallo, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission, un inconditionnel de Issa Kaoudim. Merci, vous pouvez retrouver cette émission demain à 22h et le mardi à 10h. Cette émission est aussi sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.